i giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti, paroli a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Joindre incessamment, il termine une réunion. Alors, je ne sais pas si on entend, mais on n'entend rien. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ma voix d'actrice. Du coup, il s'agit d'un événement qui est comporté par l'UMR LISA. Je vous remercie de nous accueillir, et le CCU, dans le cadre du projet RIM, représenter les identités en Méditerranée, et précisément un laboratoire qui est nommé RIMCOR, que nous comportons, mon ami et collègue Fabien Landron, qui se fait discret, et moi. Alors, on est très heureux d'accueillir dans ce cadre-là le professeur Bernard Andrieux-Piagiani, qui est épistémologue et philosophe du corps, professeur des universités à Paris-Cité et directeur du laboratoire Institut des sciences du sport et santé de Paris. Voilà. Donc en fait, il va vous expliquer de manière plus ténue et précise quel est son objet de recherche, mais pour aller très vite, il travaille en fait sur la relation et l'adaptation de l'homme à son environnement, et à ce titre, il a une production scientifique très très importante, et aujourd'hui donc il va nous parler notamment d'émersiologie, de cosmos, de dysmose, des mots qui sont assez jolis, assez nouveaux, mais qui expliquent des phénomènes précis. Et voilà, donc immersion du vivant et des dessins de conscience, c'est-à-dire comment finalement les personnes arrivent à dessiner leur réalité sensorielle. Par une cartographie. Il est là pour nous expliquer. En tout cas, merci pour votre présence. Compte tenu que Bernard Andrieux a une obligation très importante, familiale très importante, on est obligé d'avoir un temps très court, c'est-à-dire qu'à 15h30 pétante, il faut qu'on parte d'ici. Donc le propos se terminera à 15h, les discussions entre 15h et 15h30. Et ensuite, on se remerciera les uns les autres et on s'en ira. Merci Adalia. J'aurais dédié cette conférence à mon père qui vient de mourir. Et je pense à lui. Donc demain, on va être avec lui. Et donc je remercie Dalia d'avoir décalé tout ça pour que je puisse quand même venir. Et en fait, je vais vous présenter surtout des dessins qui sont réalisés par des circassiens dans un premier temps, mais aussi par tous nos étudiants et doctorants qui travaillent sur la relation du corps vivant avec le corps vécu. Le corps vivant, vous voyez, c'est ce qui est à l'intérieur des dessins. Vous voyez ici un dessin qui a été fait par un circassien et que j'ai retenu pour faire la couverture de... Peut-être qu'il faut éteindre les deux noms. Du livre, parce que dans ce dessin, vous ne le voyez pas tout à fait, on va le voir tout à l'heure, il y a une petite échelle, vous voyez, sensorielle qui est en bas, qu'il a dessinée lui-même sur ses propres douleurs. Donc vous voyez que quand c'est noir, en fait, c'est des douleurs chroniques. Et plus ça va vers des couleurs plus légères, plus en fait on s'aperçoit que dans notre corps, il y a plusieurs trames, il y a plusieurs traces, plusieurs émotions qui sont co-présentes, mais qui sont invisibles. C'est le grand problème du sport, en l'occurrence, et des autres pratiques corporelles, c'est qu'en fait, on croit que le corps, c'est l'apparence, alors qu'en réalité, le corps, c'est surtout l'intérieur, tout ce qui est actif dans le corps vivant. Et donc, la thèse que nous défendons, c'est qu'il faut apprendre de son corps. Il ne faut pas simplement lui faire apprendre quelque chose, il faut aussi se mettre à l'écoute de son corps pour apprendre des choses de lui.
Donc c'est un gros programme qu'on a mis en place avec le Japon et l'université de Kyoto. Il y aura un colloque en juillet à Kyoto aussi, parce qu'au Japon, ils sont très intéressés par cette question du dessin, avec les mangas, et aussi les dessins des traumatisés de Fukushima, Hiroshima et Nagasaki, qui en fait ont fait aussi des dessins de leur propre corps irradié. Donc on travaille aussi beaucoup sur ça. Alors le postulat théorique de notre travail, c'est comme l'a dit Davia, c'est que en fait on travaille non seulement sur le corps vécu, mais on travaille sur ce qui se passe à l'intérieur du corps vivant. Hein, avant, quand je faisais des conférences avant le Covid, il y avait des gens qui m'arrêtaient à ce moment-là dans la conférence pour me demander c'est quoi le corps vivant. Depuis le Covid, tout le monde sait à peu près ce que c'est que le corps vivant, hein, puisqu'on a perdu plein de gens qui sont morts du Covid. Voilà. Donc, le corps vivant, c'est ce qu'on appelle l'organisme, hein, c'est véritablement cette construction bioculturelle, hein, de notre corps. Le corps vécu, voilà, c'est ce que je peux exprimer de ce que je ressens. Et le corps décrit, c'est ce que je vais pouvoir décrire en troisième personne. Et donc, nous, on travaille sur ces différents niveaux, qui ne sont pas d'ailleurs totalement réductibles les uns aux autres. C'est ça l'intérêt. Et il y a des écarts. Hein, voilà. Par exemple, on sait que notre corps vivant est toujours en avance par rapport à notre corps vécu. Hein. C'est-à-dire qu'il sait des choses sur nous-mêmes avant même que ça arrive à la conscience. Bon, on a développé, comme dit Davia, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ça, donc toute une nouvelle philosophie qu'on appelle l'immersiologie, que je vais vous expliquer, qui consiste à étudier ce qui va émerger du corps. Alors, bon, c'est en anglais, hein, je vais vous traduire, hein, je suis sûr. Pas en corse, parce que je ne maîtrise pas totalement la langue. Et encore. Mais en français, en tout cas, le problème, c'est la tension entre la représentation consciente qu'on peut avoir de nos gestes, hein, par exemple ce que je suis en train de faire, là, voilà, et puis les mouvements inconscients de mon corps, hein, qui poussent, hein, qui voudraient bien monter à la conscience. Et donc il y a un conflit entre, on va dire, l'activité consciente, cognitive, hein, de mon corps, et puis tout ce que mon corps produit comme information, et qui veut remonter, vous voyez, à la surface de la claire conscience. Pour reprendre une phrase de Marcel Proust. Remontera-t-il à la surface de la claire conscience ce souvenir ancien que l'attraction d'un instant identique, etc. Je vous renvoie au morceau de Madeleine, hein, qui est quand même la base de tout notre travail. Alors, est-ce que c'est très original ce que je fais? Alors, les 5 premières minutes où j'ai trouvé les dessins de conscience, j'ai pensé que j'étais un génie, hein, comme d'habitude. Et puis après, les étudiants ont commencé à regarder sur Internet. Et là, ils m'ont dit, mon pauvre Bernard, encore une fois, ça ne marche pas. Donc, Didier Anzieux, donc qui est un psychanalyste très connu, avec qui j'ai eu une correspondance d'ailleurs, j'ai retrouvé l'autre jour, avait écrit en 1961 quelque chose de très important pour comprendre, c'est la différence entre l'expression et la projection. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, il faut faire la différence entre le dessin libre, le récit libre, ou le jeu dramatique improvisé, qui serait de l'ordre de l'expression, de quelque chose qui serait plus des tests psychologiques, qui serait de l'ordre du projectif. Hein, comme le Rorschach, par exemple, vous voyez, ou le test de l'arbre, enfin... Tous fait des tests, hein, donc, voilà. Et donc ça c'est de la projection, c'est-à-dire quand vous projetez, c'est-à-dire qu'en fait vous projetez sur des cases qui sont déjà faites. Donc, quand vous vous exprimez, c'est vous qui créez votre propre forme. Hein. Et donc bien évidemment, et surtout ce que dit Anzieux, quelque chose de très important, c'est que l'idée c'est d'avoir le point de vue du corps sur les choses. Non pas mon point de vue sur le corps, mais comment le corps voit les choses. Hein, c'est-à-dire, c'est de donner les moyens au corps de pouvoir s'exprimer. Parce que dans le corps, il y a le cerveau, hein, il y a le système nerveux, il y a les affects, il y a les émotions. Et donc, le corps, il est capable d'exprimer directement dans le geste. Hein, on le sait en STAPS, hein, évidemment. Mais dans la danse, etc. Mais aussi dans le dessin. Le risque étant, bien évidemment, de faire une interprétation de ces dessins
parce que très souvent, vous allez le voir, lorsque les gens sont conscients qu'ils sont en train de dessiner leur corps, ils vont proposer des formes idéalisées, hein, d'eux-mêmes, hein, des consciences idéalisées, et donc ils vont avoir tendance à cacher les traumas, les blessures, etc., parce qu'ils veulent prendre le contrôle du dessin. Donc il faut trouver des techniques pédagogiques pour faire justement que quelque chose surgisse, émerge. Et on peut même arriver à une sorte de poétique, hein, du corps, hein, c'est-à-dire que l'idée étant que si le dessin est libre et expressif, alors il peut se brancher directement sur l'activité motrice, sur le rythme de la respiration, sur le rêve, enfin, etc. Des choses qui sont bien connues ici, des anthropologues, des ethnologues qui travaillent sur les sociétés qui produisent ce genre de choses. Est-ce que c'est très original? Là aussi, j'ai pensé que j'étais un génie, mais ça s'est arrêté tout de suite avec un peintre mineur, hein, qui serait Albrecht Dürer, hein, et surtout un article, hein, que j'ai trouvé dans ma revue de littérature. J'ai quand même un peu bossé pour savoir si ce que je disais était vraiment original. Un article extraordinaire qui s'appelle The Sick Dürer, le prototype de la carte corporelle à la Renaissance. Et en fait, Dürer est en train de faire un dessin à son médecin, hein, où il lui indique, hein, avec la tache, vous voyez, qui est ici, et le doigt, l'index, hein, qui est très important, bien évidemment, hein, dans la représentation picturale, hein, de l'époque, pour des raisons théologiques bien connues. Eh bien, vous voyez que lui, il se fait son propre docteur. Hein, c'est-à-dire qu'il montre au docteur où est-ce qu'il a mal et il fait une interprétation de la correspondance. Il lui dit, tu vois, le week-end dernier, je faisais la bringue en Nouvelle-Zélande, enfin en Hollande, excusez-moi. Et puis voilà, crac, je suis malade, etc. Et donc ça, c'est très important, c'est peut-être un des premiers dessins qu'on a de quelqu'un qui fait un dessin de conscience, hein, et qui montre comme ça l'intérieur de son corps. 1520. Alors bien sûr, il y en a, je vous rassure, hein, tout ça peut être rapporté aussi aux dessins qui ont été faits, hein, dans les cavernes, etc. Alors, est-ce que j'avais déjà rencontré ce problème dans ma recherche? Oui, en fait, dans ma recherche, moi j'ai fait ma recherche sur le cercle de Vienne, sur les philosophes du cercle de Vienne, et notamment Herbert Fegel, qui était le compagnon de Carnap et de Karl Popper. Et en fait, quand je suis allé dans les archives d'Herbert Fegel, j'ai trouvé, donc en 1900, je n'ose pas vous dire la date, hein, c'était au siècle dernier, j'ai trouvé ce dessin fait par Judith Economos, où en 1958, Fegel invente un instrument, je dis bien en 1958, qui s'appelle l'autocérébroscopie, hein, qui en fait s'appellerait aujourd'hui la neuroimagerie in vivo. Hein. Et donc il se représente lui-même, hein, en train avec le crâne découpé, avec une caméra qui projette l'image sur un écran et il voit son propre cerveau en activité. Vous voyez, donc une autocérébroscopie. Bien, là on a tous les problèmes, hein, épistémologiques, hein, fondamentaux. Peut-on voir l'intérieur de son corps en action? Y a-t-il un dispositif qui nous permettrait de réduire le point de vue subjectif avec le point de vue objectif? Comment recueillir des datas, hein, de notre corps vivant sans qu'il soit déformé par la perception, etc., etc. Le deuxième travail que j'ai fait dans le livre sur l'autosanté, c'était sur comment les femmes étaient représentées dans les techniques d'autodissection dans les dessins de la Renaissance. Hein, c'était une commande qu'on m'avait demandé. Et donc, bon, je vous renvoie aux ouvrages de Catherine Park, notamment, qui a travaillé sur ça. Et bien évidemment, le grand problème qu'on avait, c'est qu'on a représenté des femmes avec le ventre ouvert, parce qu'en fait, le grand problème, c'est où étaient les bébés, hein, comment on mettait les bébés dans le corps des femmes, enfin, etc. Et donc, il y a eu toute une littérature, faite essentiellement par des hommes, hein, je vous rassure, sur le corps des femmes, parce qu'ils étaient très inquiets sur qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du corps des femmes.
Et donc ça aussi, ça a été un moment de réflexion sur ce que j'ai appelé l'autosanté, c'est-à-dire comment construire une médecine réflexive. Alors, à quoi ça sert de se dessiner soi-même, hein, se dessiner soi-même pour être conscient de soi, hein. D'une part, c'est une technique qui est utilisée depuis toujours, même dans la littérature, hein, sur la question du journal, hein, tenir son journal, faire un body scan pour s'auto-explorer. La différence, peut-être le deuxième point, c'est que là, on va rechercher plutôt l'activité implicite et inconsciente, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément formulable immédiatement. Ensuite, bien évidemment, la question c'est à qui est-ce que je dois attribuer cette activité? Est-ce que c'est à mon cerveau? Est-ce que c'est à mes émotions? Freud dirait, ben, c'est renvoi à l'inconscient, etc. Et surtout, on va le voir, je vais vous le montrer à travers des exemples. On est en train, avec nos doctorants et nos collègues, d'élaborer ce qu'on appelle une théorie du corps. C'est-à-dire que nous, on voudrait critiquer la théorie de l'esprit pour dire que, en fait, les gens se construisent des théories sur comment fonctionne leur corps, qui sont totalement fausses, scientifiquement, mais qui sont très efficaces subjectivement. Hein, c'est-à-dire que les gens, en fait, se racontent des choses sur comment fonctionne leur corps, les croyances, les mythes, des pseudo-connaissances, des illusions. Et qu'en fait, comme on n'est pas en contact direct avec notre corps vivant, on invente des théories. Hein, par exemple, la dernière théorie que j'ai inventée, c'est sur mon genou. Hein, comme vous pouvez voir, je boite un petit peu. Et donc, mon kiné m'a sorti dans la rue l'autre jour. Il m'a dit, voilà, tu marches devant moi, là, et tu vois, tu n'as absolument rien. Tu n'as absolument rien, il n'y a rien. Il y a, bon, ok, tu as mal au genou, tu as un peu d'arthrose, voilà, bon, ça. Tu n'as rien. Donc, tu es en train de t'inventer un truc qui n'existe pas. Voilà. Et en fait, c'est une pure illusion mentale, hein, qui fait que depuis que j'en ai pris conscience et qu'il m'a pris conscience, j'essaie d'appuyer davantage, vous voyez, sur la jambe pour faire travailler le genou, etc. Et en fait, on se construit des mythes sur comment fonctionne le corps. Alors, j'ai commencé à faire une petite revue de littérature, donc je vous épargne hein, le détail. On peut voir qu'il y a plusieurs types de dessins. Il y a les taches d'encre, hein, je vais le montrer de Rorschach, hein, qui sont bien connus. Ensuite, on a les paint charts, hein, avec Palmer, que je vais vous montrer, l'article fondateur de 59, qui est le premier qui a inventé cette technique. Ensuite, les body drawing, d'accord, hein, comme Klein, par exemple, voulait faire ça avec Davia tout à l'heure. Hein, oui, mais malheureusement, les murs sont déjà bleus, donc on ne peut pas le faire. Hein, dans lequel on peint la peinture sur le corps, hein, vous vous rappelez, puis on fait des body painting. On a ensuite les papiers libres, donc nous on travaille sur ça. Et puis j'ai découvert à l'occasion d'un congrès que notamment Daniela Valente, elle travaille sur les dessins faits par les aveugles. Hein, parce que là, c'est très intéressant de voir comment les aveugles se représentent eux-mêmes leur propre corps, hein, puisqu'ils n'ont pas de vision, hein, ils reconstituent l'image. Et donc là, j'ai eu une attaque cardiaque hein, quand j'ai lu cet article, parce que là aussi, je pensais que j'étais vachement original. Malheureusement, Chabalot et son équipe ont déjà fait le boulot. Hein, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une progression depuis l'article de Palmer, hein, qui date de 1949 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, et je vous montrerai, on est en train de travailler, on fait une application, on travaille avec des tablettes électroniques. C'est-à-dire qu'en fait, on fait dessiner les gens, on fait remplir les gens à l'intérieur des tablettes. Donc ça a toujours existé, hein, avec des formes extrêmement diverses. Donc je passe rapidement sur le test projectif. Hein. D'accord, Davia, qu'est-ce que tu vois dans la case là en bas, etc. Voilà. Ou d'autres thèses, hein, d'autres tests. Là, c'est très intéressant le test de Stonegard parce que bien évidemment, hein, moi j'ai plutôt tendance, hein, ma diététicienne hein, m'a fait faire le test, alors bien sûr j'étais là quoi. Elle m'a dit non. T'es légèrement à droite là, avec un peu, tu vois. Et donc c'est intéressant parce que justement ça permet d'avoir la perception que le sujet a hein, finalement de son propre corps par rapport à la réalité. Donc déjà vous voyez qu'il y a une erreur sur le... Hein, on travaille sur comment la perception voit le corps, donc qui n'est pas forcément la réalité. Alors notre maître à tous, hein, c'est Palmer,
qui a inventé cette technique et qui consistait à proposer à ses patients, alors des silhouettes, hein, c'est pas des dessins libres, hein, c'est des silhouettes, et demander à ses patients de coter où est-ce qu'ils avaient mal. Hein, c'est-à-dire, ils demandaient de côté, et surtout, ils leur demandaient de dire, mais à votre avis, c'est quoi là? C'est le foie, c'est le rein, c'est le cœur, etc. Et en fait, ils s'apercevaient que la majorité des patients ne connaissent pas leur corps. Ils disent n'importe quoi sur leur corps. Hein. Et donc, après, la question, c'est d'arriver à côté, hein, vers ça. Et donc, je remercie Erwan Jaco, mon doctorant, qui a retrouvé au fin fond de la Nouvelle-Zélande, dans une bibliothèque, l'original de l'article qu'on a réussi à faire venir. Et vous voyez, donc voilà, c'était ce style-là. Et après, donc, il demandait aux personnes de dire quels étaient leurs diagnostics. Donc toute la méthodologie de l'immersiologie est déjà là-dedans, c'est-à-dire l'écart entre comment le sujet se dessine, comment il se représente. Donc depuis, ça a pas mal progressé, hein, bien évidemment. On est capable de pouvoir, alors Margolès a beaucoup adapté bien sûr voilà, et aujourd'hui en fait on propose à peu près les mêmes silhouettes avec, vous voyez, des cotations de couleurs différentes et puis des zones de localisation, hein, pour pouvoir diagnostiquer essentiellement des douleurs fonctionnelles, mais aussi pouvoir comparer avec des douleurs psychiques, hein, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas réellement. Il y a des gens qui disent qu'ils ont mal au genou, par exemple, alors qu'en fait ils n'ont rien au genou. Je prends des exemples fictifs. Alors, j'ai pris ça parce qu'on m'a dit qu'il y avait un atelier. Après, on pourrait faire des TP, peut-être. Je plaisante. Rudolf Cerny a inventé en fait une technique assez hallucinante, hein, qui consistait à faire dessiner par la patiente, vous voyez, sur son corps, sa propre souffrance. Hein, c'est-à-dire que, en fait, vous voyez que Klein n'a pas inventé grand-chose. Tout ça, ça existait déjà dès 1946. Et donc, l'idée, c'était de permettre à la personne de s'auto-dermographier. Vous voyez? Bon, je vous rassure, ça n'a eu aucun succès. Hein. Personne ne fait ça, à part dans les soirées, je crois, ici, après les conférences. Mais ça ne se passe pas. Et surtout, l'intérêt, c'était de demander au patient de dessiner sa propre peau. Je suis en train de sortir un livre qui va être un best-seller, hein, bien évidemment, qui va s'appeler « Se détatouer ». Et où justement j'analyse le désir des gens aujourd'hui de se détatouer ou de se retatouer, d'effacer leur tatouage, etc. Et donc c'est une réflexion justement sur cette question-là, hein, sur comment on pourrait... Alors aujourd'hui, on est dans le Digital Body Mapping of Pain. C'est-à-dire qu'on fait tout par des petites ardoises, hein, voilà, et on va comparer ça avec l'imagerie. Hein, ce qui permet de faire la différence entre le déclaratif, par exemple des sportifs de haut niveau, là, et puis le perceptif. Hein. Parce que bien évidemment, comme on est en train de sortir un numéro de la revue L'évolution psychiatrique sur les atteintes corporelles, donc une de mes doctorantes, Alexiane Coqueret, a travaillé sur, je vais vous montrer quelques dessins, sur les traces chez les athlètes du traumatisme, même après longtemps après la blessure. Et donc dans notre ANR Master, ils m'ont fait une grosse surprise. Et là, attention, oui, pas de diffusion s'il vous plaît sur internet de ces photos, hein, c'est secret défense, hein, c'est une recherche payée par l'IRBA. Donc on est en train de fabriquer une application pour les pompiers, pour les gendarmes, pour les forces de l'ordre, qui se sont trouvés dans des situations extrêmement difficiles, hein, de perte de contrôle du corps dans les manifestations, etc., pour qu'ils puissent ensuite débriefer, verbaliser leurs souffrances, etc., etc. Et donc on va leur demander, alors ça c'est le 11e point de l'application, on va leur demander de coter, hein, leurs propres douleurs, leurs propres souffrances, leurs propres émotions, pour ensuite le comparer à des vidéos qu'on aura reconstituées sur ce qu'ils ont fait, à partir de la comparaison entre les images réelles et la vidéo, pour qu'ils prennent conscience de comment ils utilisent leur corps dans les manifestations.
Ouais, il y a un vrai travail. Ouais. J'en viens maintenant à ce que j'ai fait au CNAC, donc le Centre national des arts du cirque. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'on trouve que mon travail ne présentait plus d'intérêt. Hein, on le voit bien, hein, ça ne présente aucun intérêt. Donc du coup, j'ai tout rabattu sur mes doctorants, hein, qui s'en sont emparés tout de suite. En fait, ce travail, donc vous le voyez avec ce fameux dessin, ça consistait à faire un cours, par exemple, sur les émotions, sur la douleur. Et puis à la fin du cours, ils avaient 1 heure pour faire un dessin libre, totalement libre, sur leur propre corps. À propos d'une thématique, par exemple la fatigue, la douleur, l'action, etc. Et donc, ils ont fait ces dessins-là. Et j'ai retenu ce dessin-là en couverture parce que, vous voyez, Mats, donc, qui a fait le dessin, qui était australien, il a fait une petite échelle en bas. Oui. Et donc, bien évidemment, quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes coach, voire quand vous êtes même sportif ou sportive, c'est bien d'avoir une échelle, hein, qui permette de montrer ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Parce que nous, on n'est pas dans une UMR CNRS, donc on n'a pas les moyens. On avait une petite GoPro à 250 €, hein, et puis on a filmé, vous voyez, dans un premier temps, le corps en action. C'est le premier livre que j'ai fait qui s'appelle Apprendre son corps. Il y a un DVD dedans de 3 heures qui sélectionne plus de 120 films qu'on a fait en GoPro. L'objectif était de placer, vous voyez, la caméra pour montrer le travail du corps qui échappe souvent à la personne. Par exemple, en bas, vous voyez, Jonathan en train de faire ce geste-là. Ben, ce geste, c'est un geste involontaire. Quand je lui ai montré la vidéo, il m'a dit « Mais non, je vois rien. Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Je dis « Mais là, tu vois pas que tu fais ça ?»« Ah bon? Ah oui? Est-ce que tu pourrais me l'effacer ?» Ah, il dit « Non, ça je peux pas parce que c'est un réflexe entre 0 et 40 millisecondes. On va pas pouvoir te l'enlever. Hein. » Oui, mais alors les spectateurs vont le voir. Je dis « Non, les spectateurs, ils vont regarder la beauté du double saut périlleux que fait Luis Miguel au-dessus de toi. Ils ne vont pas s'intéresser à ton corps. Par contre, ton corps, lui, il s'intéresse à ce qu'il est en train de faire. Donc, notre corps fait plein de gestes involontaires. Hein, par exemple, ici, on voit Natacha en train de regarder entre les jambes, hein, pour voir si elle est à l'équilibre, hein, sur la porteuse. Voilà. Elle le fait presque inconsciemment, hein, en montrant la vidéo. Et en fait, j'ai critiqué mon travail, je me suis dit ça suffit pas, parce que ça c'est un point de vue en 3e personne. C'est-à-dire qu'en fait tu n'as pas le point de vue en 1re personne, tu ne sais pas comment eux ils vivent le corps. Donc il faut que tu trouves une méthodologie pour qui te montre comment ils voient leur corps dans l'action. Et donc on a inventé donc, les dessins de conscience. Alors dans les dessins de conscience, on a fait les dessins de conscience avec conscience entre parenthèses, pour mettre l'accent justement sur le dessin. Par exemple ici, un dessin tout à fait symptomatique de quelqu'un, vous voyez tout de suite la nature du problème, hein. C'est que c'est quelqu'un qui s'est dessiné avec une jambe plus courte que l'autre, hein, avec un pied qui est complètement inversé. Hein. Et en fait, elle a fait ça spontanément. Après, elle a rajouté des légendes, hein, sur son propre corps, mais en fait, quand on discute avec elle après, parce que chacun présentait son dessin en groupe après, elle a dit « Ouais, mais c'est parce que je suis blessée. » En fait, la blessure, elle a incorporé dans le dessin. Oui. Donc, ce qui fait que le corps, en fait, peut se représenter directement à l'occasion du dessin et redire des choses au sujet que le sujet a peut-être tellement incorporé qu'il a oublié. Et vous voyez la différence entre un dessin libre et un dessin à silhouette. Oui. Dans le dessin à silhouette, c'est pour ça que là, on met l'accent plutôt sur l'intentionnalité, la volonté. C'est-à-dire que le sujet est parfaitement conscient de ce qu'il est en train de faire. Hein, pourquoi? Parce qu'il a une tâche, hein, sur laquelle il doit se projeter. Et donc, bien évidemment, il ne va pas dire la même chose. Parce que là, on est plutôt sur la recherche d'une représentation la plus exacte possible, hein, de ma douleur. Donc il y a une partie qui est moins précise. Alors quel est l'intérêt de ça? Alors, le premier intérêt, c'est qu'on peut dessiner des cartographies sensorielles. Hein, c'est-à-dire qu'on peut montrer, chacun pourrait montrer éventuellement à l'autre quelles sont les sensations qu'il a à l'intérieur de son corps. Hein, c'est-à-dire que bien, si vous prenez une caméra thermique, hein, vous pouvez voir si vous avez des parties froides, des parties chaudes, hein, de votre corps, mais en fait là vous pouvez le montrer directement, hein, avec votre propre dessin. Hein.
c'est aussi des dessins qui favorisent ce qu'on appelle l'interoception. C'est-à-dire la capacité à pouvoir se représenter. Ici, par exemple, avant la figure, quand la figure fonctionne, d'accord, tout est clean. Quand elle ne fonctionne pas, vous voyez la carapace qu'elle va mettre sur son corps. Donc, c'est un moyen aussi de s'auto-réfléchir, de voir comment est-ce qu'on agit, etc., etc. Aussi, on peut être très précis. Vous voyez qu'ici, ça c'est des jongleurs. Les jongleurs sont capables de dessiner très précisément la partie où la balle va tomber dans leurs mains. Ils sont capables de faire une cartographie. Ou par exemple, ici, la main au sol. Quand vous vous posez au sol. Voilà, par exemple, j'ai montré ça à l'équipe française de gymnastique, qui m'a dit « Ah, mais, si on avait su qu'on pouvait faire ça, parce que nous, on a des capteurs. » On a des capteurs, on fait des images, mais en fait, on ne comprend pas très bien exactement, on n'a pas la perception du sujet. Donc si je compare la prise au sol avec comment le sujet perçoit cette prise au sol, vous imaginez l'intérêt. On fait aussi des chronogenèses, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes de raconter l'apprentissage qu'ils ont fait de leurs gestes. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils l'ont acquis, réussite de la figure, et que là on est en 2021, et donc ça a commencé l'apprentissage en mars 2020. Donc elle a mis 1 an et demi pour réussir la figure. Et donc elle a marqué à chaque fois les étapes. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que ça permet, là aussi je pensais que j'étais un génie sur la chronogenèse, mais je vous rassure, ça fait longtemps que tout le monde le fait. Donc, mais en tout cas, ça nous a permis de pouvoir faire réfléchir les gens sur les conditions d'apprentissage. Ça, c'est intéressant. Quelques exemples de mes doctorants. Donc, doctorantes en l'occurrence. Alexia et Elisa, qui bossent à l'INSEP sur des femmes judokates, sportives de haut niveau, et à qui on a interrogé sur l'expérience de la blessure et ce qui reste de la blessure après la blessure. Et notamment en termes de peur, mais aussi en termes de traces, en termes d'appréhension. Vous voyez que on voit que la question du mental reste, mais il y a aussi des parties, comme mon genou, qui sont en rouge. Donc forcément, il y a plusieurs niveaux et qui ne sont pas toujours pris en compte dans les conditions d'entraînement. Encore plus hallucinant, la thèse de Juliette Vincent, dont on vient de refuser un papier dans une revue sérieuse, qui nous dit il n'y a pas de méthodologie. On ne sait pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous faites de la sociologie, la psychologie, etc. Non, nous on s'intéresse juste à un truc assez banal, c'est est-ce que les élèves acceptent qu'on touche leur corps dans les cours d'EPS. Et vous savez qu'un des problèmes qu'on a en EPS, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus toucher le corps de personne. Il faut demander une autorisation, attention, ça doit être un geste professionnel, etc. Et là, on a fait une différence entre la première leçon et la deuxième leçon. C'est-à-dire comment les élèves refusent qu'on touche leur corps d'une certaine façon, et au bout de la 6e leçon, peut-être ils vont accepter que certaines parties de leur corps, bien qu'il reste encore des parties interdites. Et ça, c'est intéressant parce que ça prend en compte l'expérience tactile dans l'apprentissage. Un autre travail que nous faisons avec Erwan, qui est un ostéopathe, et qui travaille dans les écoles de formation d'ostéopathie. Vous savez que l'ostéopathie est très contestée, et en même temps, il y a des écoles où on apprend aux gens à toucher les autres. Et donc, on s'est intéressé pour savoir quelle était la représentation que les sujets avaient de qu'est-ce qu'ils font quand ils touchent quelqu'un. Et on l'a comparé avec le patient. Et à votre avis, le patient, il vous a touché quelle partie du corps, etc. Voilà, bon, je n'ai pas le temps de déployer, mais vous voyez par exemple ici le réseau que dessine l'ostéopathe sur la dysfonction de son patient. Comment il se représente cette dysfonction. Alors c'est intéressant parce qu'un des grands problèmes qu'on a en ostéopathie, c'est la modélisation de ce qu'on fait. Donc si on avait un moyen pour pouvoir le modéliser, ce serait pas mal. Enfin, on s'intéresse beaucoup en ce moment, je n'ai pas de résultats à vous montrer parce qu'on va faire l'expérimentation la semaine prochaine, aux personnes Alzheimer.
hein, mais on a déjà un exemple phare, hein, évidemment, à travers l'œuvre de William Luther Mollen, qui s'est dessiné toute sa vie. D'ailleurs, on voit ici que ça ressemble au dernier tableau de Picasso, hein, pour ceux qui connaissent les derniers tableaux. On voit, si vous voulez, qu'ici, il y a un problème, hein, bien évidemment, il s'est peint jusqu'au bout. Et on voit la transformation de son propre dessin, hein, de lui-même, hein, au fur et à mesure de l'évolution de sa pathologie. Il n'en est pas conscient. Enfin, on est en train de préparer une thèse, peut-être Thomas Agnas, qui est en train de passer l'agrégation à l'ENS, va peut-être venir faire une thèse avec nous. Il a déjà commencé un travail sur ce sport, dont je vous montre quelques images, hein, qu'on appelle le Jordan Stall. Ici, vous avez champion de France, qui s'entraîne à Paris. Voilà. Et donc, on a installé des GoPro, hein, alors déjà en troisième personne, puis après des GoPro en première personne, pour voir qu'est-ce qu'il voyait de son corps, hein, comment est-ce qu'on pouvait avoir de l'information. Ben oui, on fait des choses exaltantes, hein, on passe nos journées à faire des trucs comme ça. Bon, voilà. Donc vous voyez, on met des GoPro partout. Là, on a un petit problème, c'est que en fait, il regarde, vous voyez, il regarde là-haut, voilà, mais la caméra le gêne un petit peu, hein, voilà, mais on a récupéré les images, etc. Voilà, bon. Et après, on les a fait dessiner. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, mon idée, c'est d'arriver à faire le lien entre une vue en troisième personne et une vue en première personne. Hein, c'est-à-dire que comment lui, il se dessine et comment est-ce qu'il perçoit la gravité, par exemple, le fait d'être parallèle au sol ou pas parallèle, la situation de déséquilibre et tout ça. Et il dit, pour moi, le ballon ne fait pas un avec mon corps, je le vois quand même comme une partie distincte. Et donc, on fait aussi des entretiens. Ça va? Je tiens mon temps? Bon, ça c'est trop compliqué, donc j'y reviendrai après. Un autre point intéressant qu'on voit dans la littérature, c'est la question des frontières corporelles. Hein, vous le savez que là, si je m'approche un peu trop de Fabien, voilà, on va rentrer dans ce que Stanley Hall appelle la proximité. Hein, c'est-à-dire qu'on est en moins de 10 cm. Hein, et ce que montrent les anthropologues, c'est que, bien évidemment, hein, on construit, hein, des frontières virtuelles, hein, pour distancier l'intimité avec Fabien de la distanciation, hein, avec Fabien. Eh bien, en fait, vous voyez que si on fait dessiner cette thématique-là, on voit que les individus font la différence entre leur corps profond, hein, et l'apparence corporelle, hein, qu'ils vont mettre en place, d'accord? Ou ils vont s'inventer des bulles. Ils se dessinent des bulles de protection, hein, de leur propre corps, hein, qui sont, voilà, sur lesquelles on ne peut pas pénétrer. C'est important dans le débat actuel sur le harcèlement, hein, le viol, l'intégrité corporelle, hein, de prendre en compte cette dimension-là. Autre point hallucinant, en fait, souvent les gens me disent « Ouais, mais c'est quoi ta méthodologie ? On ne comprend pas comment tu travailles. » Ben, c'est simple, hein. Moi je fais travailler les gens, puis après je réfléchis sur ce qu'ils ont fait. Et là, si vous voulez, c'est un dessin, j'en ai pas dormi de la nuit. Hein. Parce qu'il s'agit de notre ami qui est donc à 25 mètres au-dessus du sol, hein, qui est en train de se dessiner sur le trapèze, en train de lâcher, hein, va se lâcher en arrière, hein, pour partir, pour faire sa figure. Et je lui dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Enfin, est-ce que tu as une image, etc. Ah, me dit, c'est simple, là tu vois, ici c'est la zone de la conscience cérébrale. Bon, j'ai montré ça à mes amis du labo, hein, qui sont en neuro. Tu peux m'expliquer où est la zone de la conscience cérébrale? Ouais, ben ça n'existe pas. Hein. Et puis après, ici, tu as la zone de transition entre la tête et le corps. Hein. Et puis ici, tu as la zone du corps-cerveau. Autant dire que scientifiquement, ça vaut 0. Non. Par contre, subjectivement, elle s'en sert tous les jours. Elle calcule son temps à partir de ce qu'elle présuppose être le temps conscient,
le temps inconscient, le temps de l'automatisme, etc. Elle s'est représentée une théorie hein, de comment fonctionne son corps. Et je peux vous dire, elle n'est toujours pas tombée, hein, ça fonctionne très bien. Il y a un autre problème qui est l'espace arrière. Hein, qui est l'espace arrière. Donc je fais l'expérience tous les jours dans le métro. Hein. Je suis bousculé par tout le monde, tout ça. Maintenant, comme je suis une personne très âgée, bon, j'essaie de voir si on prend conscience de moi en tant que personne âgée, etc. Ça ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience de l'espace arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont conscience de l'espace avant. Or, en fait, on voit que chez les circassiens, hein, chez les gens, ils voient qu'il y a un espace qui est derrière. C'est-à-dire que quand ils ont conscience de l'espace, ils ont conscience de tout l'espace virtuel. Dans la danse aussi, hein, je suppose. Je vais vous le montrer, un travail réalisé par un M2 qui est en cours et qui travaille sur les personnes anorexiques ou obèses. On a mis en place il a mis en place. Je lui ai dit ça serait bien de faire des dessins, tout ça. Il est débarqué dans mon bureau l'autre jour et il m'a dit voilà, j'ai trouvé un truc. Je demande aux gens de dessiner ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, et de se dessiner lui-même. Oui. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'on voit la question des normes, hein, oui, des normes corporelles, des normes sociales qui s'imposent. Hein, vous voyez, le corps féminin, le corps masculin, vous voyez, hein, super normé. Mon corps. Oui. L'homme, hein, la femme, moi. Et en fait, tous ces gens-là, en fait, sont des gens qui sont là pour soit perdre des kilos, soit en reprendre par l'activité physique adaptée. Donc ce qu'on leur fait, c'est qu'on leur fait faire des dessins avant les 3 premières semaines, et après on va leur faire des dessins après, pour voir s'ils se représentent, et c'est une autre image de leur corps, hein, par rapport aux normes. Je crois que j'ai fini. Oui, je vais juste terminer pour vous montrer ça, qui paraît très compliqué, mais qui va vous donner peut-être quelques clés, qu'on a publiées en anglais et puis dans la revue Stax. En fait, notre méthodologie est assez simple. Hein. Il s'agit toujours, dans la partie de droite, de prendre des instruments de mesure, GoPro, indicateurs, rythme cardiaque, etc., pour avoir l'activité réelle du corps, et ensuite de la comparer avec des dimensions subjectives. Hein. Et simplement, ici, on a distingué plusieurs niveaux du corps. Il est clair que si vous êtes totalement conscient, hein, que vous faites quelque chose comme un dessin de conscience très très conscient, vous allez cadrer tout ça. Plus vous descendez en bas, plus vous laissez faire votre expressivité, votre mouvement, etc., l'improvisation, plus vous allez avoir des informations sur la plasticité, sur l'écologie, sur l'adaptation corporelle, l'action des schémas corporels, etc. Voir les manifestations émotionnelles, etc. Et donc voilà, c'est un peu notre programme de recherche qu'on développe sur ça. J'espère que ce n'était pas trop pénible pour vous. Est-ce que j'ai tout marqué là? Oui. Je suis désolé, j'ai rien d'autre à vous montrer. Une catastrophe s'est exposée. Voilà. Eh bien, on peut prendre des questions. Hein, ça va? Merci Bernard. Moi, j'aurais une question, peut-être qu'ensuite il y aura d'autres questions. Est-ce que dans les dessins de conscience que vous faites réaliser, vous tenez compte du degré de conscience et de perception qu'ont les acteurs, pour parler par exemple des circassiens et des danseurs, qui ont une connaissance assez fine de leur corps et différentes les uns des autres parce qu'ils ont des techniques différentes, ils se mobilisent différemment. Et un dessin de conscience fait par ces artistes-là et fait par quelqu'un qui est sur une pathologie, il n'y aura pas forcément la même conscience du corps et donc du coup la même retranscription sur un dessin. En fait, là je travaille sur les publics experts. Mais en même temps, on présuppose qu'un malade, il sait beaucoup de choses sur son corps. Un malade, il sait beaucoup de choses sur son corps,
Simplement, on ne lui demande pas. Et donc, l'idée que les circassiens et les danseurs, ils en seraient plus bénévoles, ils en savent plus. Mais en réalité, tout le travail qu'on fait sur les personnes obèses, anorexiques, les malades, en fait, on s'aperçoit que les gens ont beaucoup de connaissances, mais que personne ne les intéresse. Ils les interrogent sur ça ou les laissent s'exprimer parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est sur des indicateurs objectifs et que la question de la subjectivité ne nous intéresse pas forcément. Donc en fait, c'est surtout dans les travaux sur l'image du corps, l'estime de soi, qu'on s'aperçoit que cette méthodologie est sans doute la plus intéressante. Mais tu vois, sur les athlètes de haut niveau, en fait, cette méthodologie-là ne s'est pas imposée. C'est-à-dire qu'en fait, si tu commences à demander à des athlètes de haut niveau, des danseurs, de se dessiner eux-mêmes, mais alors c'est quoi le rôle de l'entraîneur? Parce qu'en fait, le problème, c'est que le coach se sent un peu interrogé parce que, bien évidemment, le coach est censé avoir un discours en troisième personne sur ton corps, alors que toi-même, tu es capable de dire des choses sur ton corps. Et donc, il y a une relation de pouvoir très hiérarchique que nous critiquons, parce que justement, les gens sont susceptibles de dire comment fonctionne leur corps. Simplement, on ne les interroge pas. Ils ont plus confiance au tiers. Voilà. Parce qu'on fait plus confiance au tiers qu'à soi-même aussi, bien sûr. Ouais. Oui, on fait plus confiance au tiers parce que, par exemple, au CNAC, au bout de 10 ans, on m'a dit bon, c'est de la recherche, quoi. Ça ne présente pas d'intérêt pour les entraîneurs. Alors qu'en réalité, tous les circassiens, ils trouvent ça super intéressant. Simplement, c'est une médiation entre le coach et l'entraîneur, entre le coach et le circassien, et que donc ça pose problème. Si tu introduis des médiations comme la GoPro, voilà. Donc très souvent, c'est des relations binaires d'autorité, de compétences, etc. Mais il n'y a pas véritablement de prise en compte du sujet. Et l'utilité de ces travaux, dans des cas précis, notamment avec les circassiens, est-ce qu'ils ont amélioré leur pratique ou est-ce que c'est simplement une... Alors en fait, ça leur permet nous en fait, on s'en sert dans un diagnostic d'auto-santé, d'autorégulation, aussi par rapport à la blessure, pour anticiper la blessure. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es dans une logique de la performance, tu vas pousser ton corps au maximum. Et donc tu n'as pas de réflexivité sur le dessin qu'il fait, là, par exemple, sur les parties noires. Tu ne les vois pas, les parties noires. Elles sont complètement invisibilisées. Et donc ça peut permettre justement d'introduire des échelles sensorielles, début d'entraînement, fin d'entraînement, etc. Bon. Donc pour le moment, on n'a pas, comme j'ai été sorti du CNAC, je n'ai pas retrouvé de population de sport de haut niveau pour le faire, mais mes doctorants le font dans un but justement d'autoconnaissance de soi, de régulation, de prise de conscience aussi des capacités de son corps. C'est là aussi le discours inverse, la mésestime de soi. Je ne suis pas capable de. Voilà, donc il y a aussi tout le problème du fait que les gens ont l'impression que donc il faut les convaincre que leur corps n'est pas si malade que ça, qu'ils peuvent faire des choses. Mais vraiment, une curiosité par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que ça fait partie d'un questionnement d'un chercheur sur la question de la relation au corps? On est dans une conformation du corps, et pas simplement dans l'apparence de la représentation, comme on disait au départ, mais dans la construction de son propre corps. On est aujourd'hui dans une société où il faut faire du sport, aller à la salle de sport, etc. Et il y a beaucoup de coachs en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, qui font du business avec ça, sauf que le consommateur, le récepteur, s'appuie sur une méthode pour de la musculation, pour que sais-je encore, qui est, il y a tous les sons de cloche, mais on essaie de se conformer à l'image d'un coach en ligne qu'on ne connaît pas, envers qui on a une confiance aveugle parce que les réseaux sociaux offrent quelque chose de gratuit, et on risque évidemment de se blesser parce que pas tout le monde a le même corps et pas tout le monde a la même conscience de son corps. Et sans outils, là, ce qu'on on milite, enfin c'est Michel Foucault, hein. On milite sur l'idée qu'il faut une médecine réflexive, il faut donner des moyens pour le sujet de se représenter lui-même dans ce qu'il fait, etc. Et là, en fait, c'est comme tu le dis, c'est totalement linéaire, quoi. C'est-à-dire
j'en discutais, là, j'étais interviewé par un magazine scientifique très important qui s'appelle Elle. Tu vois, te dire jusqu'où je vais dans la vulgarisation. Elle a découvert ce matin que qu'elle avait mis en ligne, et en fait, elle m'interrogeait sur pourquoi la body positivity, en fait, a tendance à s'effacer. Ben, j'ai dit, c'est parce que, bien évidemment, comme tu le dis très bien, et tu es spécialiste, tu vois bien que la seule image qu'on présente, c'est toujours la même image, et que finalement, on ne met pas en avant les gens qui fonctionnent différemment avec leur corps, et qui utilisent d'autres méthodologies, etc. Oui, enfin, sur les réseaux sociaux, il y a les deux. Moi, c'est ce que j'observe, hein, il y a vraiment une opposition entre le culte du corps parfait, voilà. Évidemment, avec l'été qui arrive, bon, c'est le corps. Mais il y a aussi l'acceptation de son propre corps. Ça reste marginal, ouais. Mais les réseaux sociaux ont fait en sorte que les défauts physiques puissent être mieux acceptés. Oui, bien sûr. En partie par une partie des par une partie des communautés. Ouais. Mais ça reste ça reste à l'intérieur de communautés, si tu veux. Le problème, c'est que la norme, voilà. En fait, elle a le sentiment que voilà, il y avait une norme, notamment nous on le voit sur les dessins que fait l'étudiant de master, sur les gens qui viennent faire des régimes. En fait, ils mettent des images très standardisées de ce que devrait être leur corps, alors qu'ils pourraient très bien être comme ils sont, etc. Mais comme ils sont médicalisés, ils sont ils ont des objectifs à atteindre. Hors champ de la pathologie, en fait, quel peut être l'intérêt dans le champ de l'apprentissage moteur, en fait, les sensations, elles peuvent avoir un rôle très important. Exactement. On s'aperçoit que, je vois un peu dans d'autres activités qui l'escalade, les modalités d'apprentissage sont souvent caricaturales dans le sens où elles proposent des archétypes de mouvements aux néo-grimpeurs. Or, en fait, en tant que grimpeur expert, on se rend compte que finalement, ce qui va présider à la réussite d'un mouvement ou d'une séquence de mouvements, c'est l'acquisition de sensations. Et donc, j'aimerais savoir finalement si cette méthodologie-là, elle a déjà été appliquée auprès d'apprenants dans une activité physique, et si, dans le cas échéant, on pouvait percevoir une évolution, on va dire, de son Alors, représentation. dans la thèse de Juliette Vincent, on l'a fait sur le tir à l'arc. Voilà, on a pris la didactique du tir à l'arc, on utilise le dessin pour voir si ça améliore la conscience corporelle du sujet dans sa posture pour tirer à l'arc. Donc c'est un tout petit exemple, hein, mais quand moi je bosse avec des doctorants, si tu veux, ça dépend des terrains des doctorants, mais c'est tout à fait applicable. Je veux dire, simplement il faut prendre le temps, surtout d'utiliser des outils comparés, c'est-à-dire la GoPro, peut-être le test projectif, le dessin libre, enfin tu vois. L'idée, c'est de multiplier les outils parce qu'en fait, ils sont discontinus. Il n'y a pas vraiment de continuité entre eux et ça permet de faire prendre conscience au sujet de comment il apprend, qu'est-ce qu'il a appris, etc. Et puis toi, en tant que coach, tu peux intervenir plus facilement parce que c'est pas seulement ta parole, c'est pas ta perception. Tu peux aussi C'est sûr que la notion de temporalité là, de la chronologie sur la trapéziste, en fait, ouais. elle est hyper intéressante parce qu'en fin de compte, on voit notamment en fait plutôt dans là c'est de la conscience, la partie la trapéziste qui va faire son mouvement. En fait, on est dans un mouvement de type balistique, enfin dans un déplacement balistique, et en fait, il y a encore le champ de la conscience, et puis ensuite elle laisse place au cerveau moteur, et puis ensuite elle laisse place à l'automatisme. Oui, tout à fait, oui. Et cette temporalité, elle est vachement intéressante en fait. Oui, je pense que c'est ça qui va nous permettre d'écrire ce qu'on appelle nous la théorie du corps. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire c'est la façon dont les sujets se représentent la temporalité dans l'apprentissage à partir des sensations. Quand elle m'a sorti ce schéma, si tu veux, j'étais complètement abasourdi parce que c'était pas du tout la consigne. La consigne, c'était comment vous gérez le temps dans l'action, etc. Et elle a fait ce dessin. Et donc, si tu veux, là, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est plutôt là, elle parle du temps intérieur, quoi. Donc, comment elle s'est construit une temporalité, qui en plus, c'est 3 secondes. Hein. Je veux dire, c'est un temps extrêmement court. Mais j'avais vécu ça quand j'étais un brillant sous-officier à l'armée, donc le capitaine Véluz, pour
pour me récompenser, m'a fait monter dans un Fuga Magistère. Donc la peur de ma vie. Voilà. Et en fait, il me disait que pendant le vol, il m'expliquait que quand ils étaient sur les Mirage 2000, en fait, au décollage, c'est le temps de Mirage 2000, hein, en fait, ils ont un temps de 2 secondes dans lequel il peut décider s'il décolle ou s'il atterrit. Et en fait, il m'a dit, mais ce temps-là, c'est une éternité. Ben voilà, moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, j'avais relu Bergson dans la nuit, tu vois, pour le sentiment de durée, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu es dans l'action motrice, en fait, un temps de 2 secondes peut apparaître extrêmement long par rapport à la prise de décision. Alors que pour toi, ça te paraît très court. Mais eux, en fait, comme ils découpent les actions qu'ils doivent faire au décollage, en fait, il est capable sans doute de faire ce type de schéma. Oui, ben après, il faut l'expérimenter. Hein. Moi, je ne suis pas de vérité définitive. Hein. Il faut le mettre en action. Il y a une question derrière, je crois. Il y a une question derrière. Je pose un bien d'entretemps comme ça, après Dave vient monter avec le micro, en tant qu'hôtesse. J'imagine que oui, mais il y a une relation aussi entre la finesse du dessin et la conscience de son propre corps. J'imagine que plus c'est naïf, moins il y a... Bien sûr. Enfin, il peut y avoir aussi un refus de voir Alors, ce moi j'ai été très étonné parce que c'est pas des dessinateurs. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont fait... voilà. C'est pas des gens qui ont fait... voilà. Donc en fait, ils ont inventé des dessins alors qu'ils n'ont pas de formation en art plastique. Mais ils font des dessins assez surprenants, quoi. Ça, c'est super fin. Hein? Ça, c'est très fin. Ah oui, c'est très fin, ça. Mais elle a fait spontanément, quoi. C'était pas... La décomposition, le bassin, Exactement, les jambes, ouais. on Ouais. décompose son corps. Oui, moi, merci pour cette conférence. Il y a un texte qui me vient à l'esprit, c'est, je suis désolé, c'est en t'écoutant, donc j'ai pas la date de sa rédaction. Il y a un livre qui s'appelle Sociologie et démocratie, et c'est une conférence de Pierre Bourdieu. Je n'ai plus la date en tête. 71, Bon, merci, voilà, donc c'est pas la fin de Bourdieu, quoi, mais dedans, pour se faire comprendre, il fait des comparaisons avec la médecine, en reprenant Hippocrate, en disant, Hippocrate le montre, si on écoute un patient, le patient va dire j'ai mal là, et on va jamais réussir à le guérir. Le médecin, ce qu'il doit faire, c'est surtout ne pas écouter, ne jamais écouter le patient, et bien connaître sa science pour identifier ce qui ne va pas pour le diagnostic afin de le guérir. Et après, Bourdieu dit, donc le sociologue doit faire la même chose. C'est pas du répéter ce que les gens en disent, c'est avoir des outils pour... bon, donc là, voilà, je vois où je veux en venir, quoi. Là, ce qui est indiqué depuis tout à l'heure en parlant d'autoritarisme de la science, c'est qu'il n'y aurait pas de démocratie. Alors que quand Bourdieu, là, Bourdieu reprenait quelque chose de tout à fait autoritaire, en fait, à l'époque. Bien sûr. Mais si tu veux, c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec Bourdieu et que je préfère Marcel Mauss, à qui il a piqué le concept d'habitus. Si tu veux, c'est que Marcel Mauss montre précisément qu'il faut s'intéresser à la manière dont le sujet se construit ses propres croyances, ses propres habitudes, parce que c'est à partir de là que tu peux intervenir. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, chez le médecin, le grand problème qu'on a eu, c'est, j'ai fait un livre qui s'appelle Malade encore vivant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un livre qui analyse 80 ouvrages de malades en train de mourir, eh bien, en fait, ils ont une expertise que n'ont pas les médecins. Tu vois, sur les seuils de douleur, sur la difficulté à décrire véritablement la maladie, etc., etc. Bon. Et que donc, la question, c'est l'observance. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas la manière dont le sujet a un rapport avec ton propre corps, eh l'observance des médicaments, tu peux toujours t'arracher pour qu'il prenne ces médicaments. Il faut qu'il puisse s'approprier cette observance, si tu veux, en fonction, en rapport à ça. Et donc, il faut que le médecin, il ait aussi une représentation de comment la subjectivité fonctionne. C'est pas parce qu'il est médecin ou qu'il est sociologue qu'il a forcément un discours rationnel qui va s'imposer à tous. Au contraire, hein. Je veux dire, il y a tout, je te rappelle que là, il y a plein de gens qui sont morts parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Parce qu'ils développent des croyances sur le fait que voilà,
il n'y a pas besoin de se vacciner, que tout va bien, que le virus ça n'existe pas, etc. Donc ça va jusqu'aux fausses croyances, jusqu'aux théories du corps. Enfin, tu vois, un travail, je vais faire à la retraite. J'ai des tonnes de livres sur ça, je dois analyser. J'ai accumulé pendant des années justement sur ces gens qui développent ces représentations. D'abord, on est dans les temps. Bonjour, alors Bonjour. je suis chanteuse. Tout ce que vous avez dit était passionnant, enfin peu passionné, quelqu'un qui chante, parce que Ah oui. voilà. Je vois que les questions s'essoufflent, alors je prends la parole, ce sera pas trop long. C'est à la fois hyper poussé ce que vous faites. Oh mon Dieu, ce micro, c'est la merde. C'est à la fois hyper poussé ce que vous faites et hyper essentialisé par le dessin. Justement, et la complexification vient de votre écoute et de tout ce que vous embrassez. Enfin, votre écoute, elle est assez phénoménale et de la diversité des sujets vient aussi la complexification. Et j'aimerais bien travailler, donc, comme le suggérait Davy, alors, par exemple dans le projet ou ailleurs, hein, comment on se représente les vibrations. Je pensais j'ai longtemps pensé qu'il y avait un placement de voix corse. Bon, je vois au vu vraiment des différents chanteurs, des différents placements, de l'évolution des placements, et il y a autant de placements de voix que de personnes, n'est-ce pas? Mais qu'il n'existe pas vraiment, mais ça me donne l'idée de... En ce moment, je fais des interviews pour ma thèse en ethnomusicologie, mais je me suis dit que peut-être, sur les chanteurs en tout cas, qui étudient leur objet, je pourrais peut-être simplement soit les faire dessiner, soit leur demander. Il y a un système de compression chez le chanteur. Ça m'a fait penser, l'avion m'a fait penser à ça, c'est-à-dire que au moment où on commence à chanter, au moment où on forme le son, c'est comme deux bouts de silex qui donne un feu immédiatement, et combien la conscience interrogée par les dessins, voire même les dessins à répétition d'un même mouvement chez une même personne à travers le temps pourrait, avec un calque, voilà. Le travail au laboratoire, Valentin Bégel a obtenu une ANR sur l'utilisation des sons chez les patients autistiques. Et donc, il y a toute une revue de littérature qui est en train de se développer parce qu'on s'aperçoit que, en fait, quand on fait écouter de la musique à des patients autistiques, ils retrouvent une certaine rythmicité, une certaine respiration, etc. Et donc, nous, on a mis en place un protocole pour leur faire écouter des sons et voir quels sons seraient plus intéressants. Voilà, ça vient juste de commencer. On a beaucoup de gens dans le monde qui travaillent sur ça, sur le problème de la tessiture, la hauteur de la voix, la gravité, le rythme, etc. Et voir les impacts que ça a dans le corps vivant. Est-ce que ça crée, tu vois, une harmonie, au contraire... Voilà. Oui, après, je vais juste vous raconter une blague qui va vous faire rire. Si. Alors, non, vous êtes prêts pour ma blague, monsieur Andrieux, hein, voilà. C'est un type qui va chez le médecin et... Davia, écoute la blague, elle est très drôle. C'est un type qui va chez le médecin et il dit, justement, à propos de votre conférence, écoutez, je suis embêté, j'ai mal partout. Je fais ça, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et le médecin dit, oh mon Dieu, mais faites voir. Et vous avez le doigt cassé. Voilà. Non, je vais te montrer quelque chose tu vas comprendre tout de suite. Un article qui vient de paraître. Voilà. Il y a un article qui vient de paraître dans Pain. Il y a un article qui vient de paraître dans Pain, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait un rayonnement de la douleur. C'est-à-dire que, si tu veux, le principe, c'est qu'ils ont coté les différents types de douleurs. Et après, ils les ont reliés les unes avec les autres. Et en fait, on s'est aperçu que, si tu veux, il y a des pourcentages différents en fonction des parties du corps, mais que on était capable de dessiner des réseaux. Tu vois, on était capable de montrer. Alors, par exemple, sur la vibration, c'est très important parce que la vibration, elle touche toutes les parties du corps. Ce serait intéressant de faire dessiner les chanteurs sur les vibrations internes du son. Pas simplement les vibrations externes, mais en quoi les vibrations touchent l'interne. C'est comme... voilà, je te renvoie à mon livre sur le vertige ou sur l'orgasme, hein, c'est pareil. Je veux dire, quand tu vois l'orgasme, si tu veux, tu vois très bien que les gens qui ont eu un orgasme
Ou moi, quand j'ai un orgasme, c'est ce qu'on appelle l'orgasme, c'est la transe. Cette transe, elle va bien au-delà du sexe. Si tu veux, étymologiquement, l'orgasme, c'était une transe rhizomatique dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tout le corps qui est irrigué par la transe. Donc, si tu veux, là, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu peux très bien montrer que tu as beaucoup mal ici, mais en fait, tu vas avoir des impacts sur d'autres parties du corps. Et de quelle manière, après, quand on se perçoit, on perçoit une aura. Quand on exactement, chante, ce qu'on appelle on l'aura. perçoit vraiment une Exactement. bulle, comme vous disiez tout à l'heure. Mais ce que dit Reich, sur la question de la vibration, c'est-à-dire... Y compris le son qui passe partout, Exactement. dans une acoustique naturelle. J'ai vécu une expérience, Anaïs Bernard, qui faisait sur les arts immersifs, une soirée un peu grunge, tu vois, il fallait mettre des capteurs partout sur le corps avec des basses très fortes, tu vois, pour que ça crée des vibrations dans le corps. Et je suis sorti au bout de 10 secondes, je suis allé vomir dans les toilettes. Tellement c'était trop fort pour moi. C'est-à-dire que les basses étaient tellement fortes que ça faisait vibrer tout mon corps et c'était une expérience terrible. Elle m'a dit, bon maintenant tu vois ce que c'est que l'immersion. Je dis ouais, ok. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un impact sur le corps vivant. Bernard Baptiste a dit je pensais qu'il y avait une manière de vibrer proprement corse. Oui, peut-être. Mais ça, c'est parce que le corps. Non, mais il faut relire Marcel Mauss, pas Pierre Bourdieu. Marcel Mauss, en 1934, dit attention, si vous êtes indien, si vous êtes corse, si vous êtes occitan, eh bien, en réalité, votre corps, il est construit d'une certaine façon. Donc, il est construit par la culture. Et donc, votre sensibilité, elle est définie par la culture. Donc, quand vous dites il y a une voix corse, bien sûr qu'il y a une voix corse. Je veux dire, non pas en termes de typologie ou d'essentialisme, mais je veux dire en termes que si tu écoutes les voix bretonnes ou les voix occitanes, ben, tu vas voir que c'est pas la même hauteur de la voix, c'est pas la langue. La langue. Hein. Je veux dire, voilà, forcément. Je veux dire, donc il faut faire le travail, effectivement, de voir comment ça fonctionne dans chaque Ça va, on est dans les temps parce qu'il faut que je reprenne l'avion pour aller enterrer mon papa. Mais c'est bon, il est 15h15. Est-ce que tu as étudié la réflexologie quelque part dans tes études? Un petit peu. Alors en fait, notre problème, si tu veux, actuellement au laboratoire, c'est qu'on travaille sur les alternatives non médicamenteuses, comme je disais ce matin, et donc on essaie de faire un borderline entre ce qui est démontrable scientifiquement et ce qui n'est pas démontrable scientifiquement, mais qui existe. Voilà, donc la réflexologie fait partie, plantaire par exemple, etc., fait partie des modèles sur lesquels on travaille. Le problème qu'on a, c'est d'inventer des protocoles pour savoir si c'est du placebo, si c'est de la croyance, etc., ou si je peux mesurer des choses. Et pour faire ça, si tu veux, il faudrait rentrer à l'intérieur d'un protocole scientifique. Bon là, je ne peux pas tout faire malheureusement, mais on l'a fait pour le yoga. Il y a beaucoup de papiers qui sortent maintenant sur le yoga, qui montrent que le yoga a un effet de résonance dans le cerveau, sur le stress, la tension, etc. On peut le mesurer. Alors qu'il y a quelques années, on disait que le yoga c'était de la daube, c'était spirituel, tu vois. Bon. En réalité, le yoga c'est une interface entre le corps vivant, l'esprit, le monde, cosmos, etc. Et que si tu as une bonne méthodologie, tu peux montrer qu'il y a un impact sur la respiration, sur l'oxygénation, etc. Où est-ce qu'on peut trouver ces articles? Bon, ben, tu tapes sur internet, yoga, brain, body. Je l'ai là, mais bon, j'ai pas le temps de vous montrer, mais je veux dire, j'interviens dans le DU yoga pour leur montrer justement, ouais. Je me demandais, parce que les dessins que vous avez montrés, N'entends rien. la plupart des dessins que vous avez montrés étaient très amateurs. Je voulais savoir si vous aviez vu un lien entre... Je suis sourd, hein, c'est ça. Ok, c'est moi. Je voulais savoir, parce que les dessins que vous avez montrés étaient quand même très amateurs, donc est-ce qu'il y avait un lien par exemple avec les dessinateurs professionnels qui ont étudié l'anatomie, etc. Est-ce que la conscience du corps est du coup plus présente ou
Je sais pas, je n'ai pas étudié ça. Mais au Japon, les Japonais sont emparés du sujet parce que ils travaillent sur les mangas et donc beaucoup. Donc là, malheureusement, j'ai pas l'argent pour aller au Japon, mais mes collègues y vont, donc je vais suivre le congrès et finalement, on pense que oui. Alors le problème, c'est aussi qu'au Japon, tu as un arrière-plan sur qu'est-ce que c'est que le corps. Tu comprends? Je veux dire, par exemple, on te montre souvent des mangas sexuels, etc. Mais il faut voir la conception qu'ils ont du corps émotionnel en Inde, au Japon, en Chine, etc. Ça n'a rien à voir avec la représentation occidentale. Donc forcément, ils ont une connaissance du corps. Et je suppose, voilà, que... Moi, j'ai pas d'études sérieuses pour le montrer, mais tu vois déjà ce que fait Dürer. Dürer qui est un petit peintre mineur, hein, je veux dire, 1520. Mais tu vois ce que fait Dürer. Dürer, il est capable de faire un dessin sur sa propre maladie et de montrer exactement c'est là, c'est jaune, etc. Donc, c'était pas un médecin, mais c'était quelqu'un qui était formé à l'anatomie. Regarde les dessins de Léonard, regarde les dessins de... Mais peut-être que ce qu'elle dit aussi, c'est que, enfin, elle ne le dit pas, mais je me permets, qu'il y a aussi une dimension esthétique dans la manière de se représenter, donc il faut tenir compte en fonction d'où l'on parle, de quelle technique on a, de se représenter. Les couleurs, par exemple, tu vois, on utilise beaucoup les couleurs, nous. Et donc, si tu veux, les codes de couleurs, c'est eux qui les ont imposés. Par exemple, le noir, c'est très douloureux. Le bleu, c'est léger. Moi, je leur ai jamais dit, si c'est très douloureux, il faut que tu mettes du noir. Donc, il y a aussi, je te renvoie au numéro qu'on a fait sur Corps et Couleurs dans la revue Corps, on voit qu'il y a une symbolique de la couleur. Hein? Numéro 3. Numéro 3, oui. Et donc, qui est en ligne, et gratos, tu peux voir, les Corps et Couleurs, tu vois que il y a une codification, et puis tout le travail que fait Pastoureau sur la couleur, hein, qui est un travail remarquable. Je suis un peu angoissé là, donc on va y aller. Oui, ouais. Et on est à l'heure. Je suis confus, je suis désolé, mais je dois reprendre 17h50, 18h30 pour rentrer à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors je fais don de mon livre hein, sur les dessins de conscience, je le lance en l'air et le premier qui le rattrape. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti, valuli a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare.